Commencer et je vous remercie à tous d'être venus, à tous et à toutes d'être venus. Voilà, donc moi qui je suis, donc je m'appelle Agathe Welch-Billig, j'ai un nom un peu compliqué, donc Agathe ça suffira bien. Donc mon métier, donc je suis mandataire indépendante et je suis spécialisée surtout pour vous accompagner vers une réelle économie d'impôts. Car optimiser, comme voilà, vous le voyez, sa fiscalité, c'est un levier puissant qui permet, selon les objectifs de chacun, bien sûr, tout le monde n'a pas les mêmes buts, c'est d'aller soit vers plus de capital, de patrimoine, de protection pour la famille, préparer la retraite, préparer sa succession. Ça peut être, il y a plein d'objectifs. Voilà, c'est à chacun. Donc, les projets, si vous voulez, en faisant pour les personnes qui payent des impôts, seront en partie financés, alors pas intégralement évidemment, mais en partie financés par justement cette économie d'impôts réalisée. Voilà. Alors, du coup, remplir sa déclaration, c'est poser un constat, comme je disais, au moment de la déclaration, qu'on soit salarié, indépendant, retraité, on passe tous par l'obligation de déclarer ses ressources, quelles qu'elles soient, que ce soit 0 ou X euros. Voilà. Donc, pour ceux qui payent des impôts, le constat est le suivant: je gagne, donc je paie. Imposition, petit rappel, c'est un mal nécessaire pour le bon fonctionnement de notre société. Et face à ce mal nécessaire, il y a que deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit la perte fiscale ou la niche fiscale. La perte fiscale, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on ne reverra jamais son argent. On a mis son argent dans une boîte aux lettres, dans une case pour le bon fonctionnement de notre société. Et c'est tout. Ou alors, une deuxième solution, la niche fiscale. Donc la niche fiscale, c'est pas un cadeau, c'est un contrat avec l'État. C'est un échange de bons procédés. Voilà. Qu'est-ce qu'on entend par bon procédé? L'État dit aujourd'hui, on ne peut pas tout financer. Il y a des besoins et si vous souhaitez être acteur de ces besoins, qu'ils soient dans l'immobilier, l'aide aux entreprises, la préparation de la retraite, pas de souci. On, on aide, on est d'accord, on met en place des dispositifs, voilà. Et du coup, l'impôt sur le revenu, l'IR, défiscalisé est transféré sur le dispositif choisi. Et il existe plusieurs dispositifs. C'est ce que nous allons voir tout au long de ce webinaire. Donc, la défiscalisation, mode d'emploi. Il y a trois façons de payer moins d'impôts. Sur votre feuille d'impôt, souvent le constat, c'est que moi, en allant en visite, discuter un petit peu avec les gens, beaucoup de gens ne savent pas lire leur feuille d'impôt. Donc, on a les déductions. Donc là, on va directement baisser le RNI. Le RNI, c'est l'ensemble des ressources, c'est-à-dire la base taxable. C'est là-dessus que les impôts font leur calcul. Donc, c'est le revenu net imposable. L'ensemble des ressources pour un salarié, c'est moins les 10% d'abattement. Ou alors, si la personne a choisi, les frais réels, donc l'abattement des frais réels. Donc ça, c'est cette première tranche, on va dire. Ensuite, on a les réductions. Là, on va directement baisser l'IRPP. L'IRPP, c'est l'impôt sur le revenu des personnes physiques, c'est-à-dire notre impôt à payer. Voilà. Et ensuite, on a en troisième le crédit d'impôt. Donc là, une fois que l'IRPP est calculé, si ce dernier est supérieur à l'impôt dû, alors le Trésor public fait un remboursement de la différence. Depuis 2013, les trois façons cumulées, on ne peut pas excéder 10 000 euros en avantage fiscal par an. Bon, quelqu'un qui paye, on va dire, 10 000 euros par an d'impôts à l'année, bon, on peut intervenir sur cet impôt. Okay. Donc on va voir un petit peu les bases, ou alors avant, non, ce que j'avais pensé, c'était aussi vous montrer un revenu fiscal, une feuille d'impôt. Vous voyez là, bon, j'ai caché le nom, la situation du foyer, donc le haut là, ici, ce sont des personnes qui sont pacsées et qui ont 2 enfants. J'ai choisi, donc du coup, ça leur fait 3 parts.
Et j'ai choisi cette feuille d'impôt parce elle vous montre bien comment ça fonctionne par rapport à ce que je viens de vous expliquer. Là, ici, impôt sur le revenu. Donc, les personnes ont mis leur salaire, voilà. Là, ici, le déclarant 1, il a les 10% d'abattement, donc ça lui fait 4 314. Et le déclarant 2, il s'est mis aux frais réels parce que ces frais réels sont supérieurs aux 10% d'abattement. Ça donne un résultat, le total est là. Bon, ils ont des revenus fonciers qui viennent s'ajouter. Le revenu foncier, c'est comme un salaire, ça vient s'ajouter. Et là, vous avez le total. Donc ensuite, voilà, cette personne, vous voyez là, ici, on voit bien, vous voyez, il y a des déductions. C'est la première chose, la première étape pour les impôts. Après, là, ici, ce couple ont des réductions d'impôts. Donc là, ça vient aussi, c'est une autre étape. Et enfin, il a ici ce qu'on appelle des crédits d'impôt, le crédit d'impôt parce qu'il avait des emplois à domicile. On va voir ça par la suite. Mais vous voyez bien comment ça marche, la feuille d'impôt. Voilà, revenons à notre focus. Donc, les déductions, ce qu'on peut déduire, donc j'ai pris des cas simples, voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, ce sont les pensions alimentaires qu'on reçoit, qu'on donne, excusez-moi, et qu'on va déduire de nos salaires. Voilà. Donc là, ici, j'ai mis le slide parce que ça permet à la limite d'avoir vous avez l'actualisation des derniers plafonds. Voilà, c'est au goût du jour de 2021. Donc, si jamais il y en a à qui ça intéresse, qui sont concernés par ce type de pension alimentaire, vous pouvez faire une capture d'écran et voilà. Et après, évidemment, si on reçoit une pension alimentaire, là, c'est considéré comme un salaire, donc ça vient s'ajouter au RNI moins les 10%. Voilà on est dans la case des déductions. Maintenant, les réductions classiques, on a les dons, donc pareil, des dons de catégorie 1, les aides aux personnes en difficulté. Là, vous avez pareil les pourcentages. Évidemment, c'est plafonné, on ne va pas aller. L'État dit c'est bien, vous voulez faire des dons, mais vous n'allez pas, si quelqu'un qui paye 10 000 € d'impôts, l'État ne considère pas, s'il met 5 000 €, il ne va pas faire cette réduction, pardon. Donc ensuite, les dons de catégorie 2 aux organismes d'intérêt général et les crédits d'impôt. En dernier, voilà. Donc là, sur les frais de garde pour les enfants de moins de 6 ans et sur les emplois à domicile. Les crédits d'impôt, c'est uniquement sur ces deux choix. On n'a pas, l'État va pas faire des crédits d'impôt quand vous faites de la défiscalisation. Voilà, ça c'est ça donnera pas lieu. Donc voilà, donc là pareil, les bases, la composition, là pareil, vous pouvez faire une petite capture d'écran pour ceux qui le souhaitent. Pour un célibataire, une part, marié pacsé, 2 parts. Après se rajoute, voilà comment ça marche, et surtout quand on a des gardes alternés, s'il y a une demi-part, ça devient un quart de part. La part évidemment est divisée par 2. Voilà. Alors ensuite, les tranches du revenu 2020, c'est-à-dire le quotient familial, le TMI, taux marginal d'imposition. Donc ça marche par tranche. Jusqu'à 10 064 €, on ne paye pas d'impôt. À partir de cette somme jusqu'à 25 710, on est à 11% d'impôt. Ok, le PAS, c'est le prélèvement, oui, à la source. Ça sert aussi, voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est réactualisé en 2021. L'année dernière, juste une petite précision, les tranches, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit: ah oui, mais moi je payais pas d'impôts et cette année j'en paye. Enfin, je parle de l'année dernière, en 2020, sur les revenus de 2019. On est toujours en N-1, bien sûr. Donc les tranches, si vous voulez, avant de 10 064, avant on était à 27 000 et quelques, et la tranche n'était pas à 11%, elle était à 14%. Donc tous les gens qui étaient justement entre ces 25 et ces 27, eh bien, ils étaient à 14%. Pour eux, c'était plus intéressant parce qu'on a diminué le plafond. Donc, tous les gens qui sont au-dessus d'entre 26 et 27 de l'année dernière, ils ont changé de tranche, ils sont passés à la tranche des 30%. Donc, c'est pour ça
que il y a beaucoup de gens qui ne payaient pas d'impôts, qui du coup se retrouvent à payer des impôts. Alors, du coup, pour calculer, vous pouvez aller sur le site impôts.gouv. Il y a il y a des simulateurs, si vous voulez, qui font que vous rentrez votre RNI. Alors, vous calculez votre impôt que vous allez déclarer, vous enlevez les 10%, vous le rentrez dans le calculateur en mettant le nombre de parts, etc. Et ça va vous donner votre impôt à payer. Voilà. Alors du coup, donc là, c'était les bases de la fiscalité. Donc là, j'ai choisi des niches fiscales. On va dire elles sont associées qu'à des dépenses, qu'elles soient d'ordre familial pour les pensions alimentaires, de cœur pour les dons ou de vie pour la garde d'enfants. Voilà. Donc là, ça ne rajoute pas enfin, oui, une valeur ajoutée sur le patrimoine ou vos futurs projets. Donc après, ce qui va suivre, on va voir des niches fiscales qui, elles, vont permettre d'optimiser son capital dans dans l'immobilier ou dans les placements. On va voir 6 niches fiscales dans l'immobilier, 3 en déduction et 3 en réduction. Et pour finir, on va voir 5 niches fiscales dans les placements, appelées aussi valeurs mobilières. Donc, une en déduction et 4 en réduction. Donc, comme je vous disais tout à l'heure au sujet des crédits d'impôt, donc il n'y aura jamais un crédit d'impôt. Logique, l'État aide à être acteur d'un besoin sociétal en diminuant, voire en effaçant l'impôt, donc il ne va pas en plus rendre de l'argent. Par contre, si certains plafonds sont dépassés, comme il est marqué ici, il est possible d'avoir un report entre 5 à 10 ans, selon si c'est des intérêts d'emprunt, des charges sur des travaux, etc. Voilà. Alors, par exemple, ça me vient à l'esprit, là, une petite niche fiscale pour les foyers qui ont des enfants qui passent au collège. Quand vous remplissez votre déclaration d'impôt, il ne faut pas oublier de cocher la case lorsque vos enfants changent de cycle, qui passent de l'élémentaire du primaire au collège. Ça fait une économie de 75 € juste en cochant une petite case. Voilà. Bon, c'était une petite aparté. Donc là maintenant, on va commencer pareil, comme le même processus. On commence par les déductions, après on verra les réductions. Donc la défiscalisation dans les valeurs immobilières. Donc on va baisser, comme je vous disais tout à l'heure, directement le RNI. Donc on peut investir, l'État met en place pour investir dans les monuments historiques. Donc évidemment, ça dépend du cahier des charges. C'est un investissement qui, on va dire, touche des personnes qui ont une affinité pour ça et puis qui ont des revenus aussi élevés parce qu'il y a une obligation de garde pendant 15 ans et la déduction est au niveau de l'enveloppe travaux. Voilà. Donc ensuite, on a le déficit foncier. Donc, c'est un investissement dans l'ancien qu'on réhabilite avec beaucoup de travaux. L'objectif donc de cette niche fiscale, c'est pour tous ceux qui ont justement du bénéfice foncier, et ben, c'est de venir gommer ce bénéfice. Voilà. Donc, en utilisant uniquement l'enveloppe travaux, on peut aller chercher un déficit maximum de 10 700 € par an pendant les 3 premières années. Après, pour la revente, dans le déficit foncier, on est obligé de garder 3 ans restés en bénéfice foncier avant la revente. Après, l'État se fiche que si le bénéfice il est de 2 € ou de 1 000 € ou de 10 000, il s'en fiche. Le principal, c'est que ça soit positif. Voilà. Donc après, on a le démembrement. Alors le principe, quand on achète un bien, si vous voulez, aujourd'hui, vous achetez un bien, on achète un bien, il est en pleine propriété. Cette pleine propriété, on peut le diviser. Une partie en usufruit et la partie en nue propriété. Et l'ensemble des deux, comme mon petit puzzle, fait la pleine propriété.
Donc, le démembrement, donc l'achat de la nue propriété, quelqu'un qui veut acheter peut acheter par exemple, alors sans faire forcément du viager, mais quelqu'un qui a un projet, on va dire, sur le long terme. Il sait par exemple aujourd'hui au niveau de son travail, il habite en région parisienne et il décide à la retraite, il dit voilà, moi je veux habiter en Haute-Loire parce que c'est un beau département. Et donc, il cherche un bien. Il va s'adresser à une personne, évidemment, souvent, les fois, des personnes âgées au moment de la retraite n'ont pas forcément, comment dire, des salaires, aimeraient avoir un petit peu du cash. Donc, ils peuvent vendre leur maison en nue propriété et garder l'usufruit. Ça veut dire que la personne qui lui achète paye, achète uniquement la propriété et laisse l'occupant vivre dans sa maison. Voilà. Mais par contre, il ne perçoit rien d'autre. Et donc, évidemment, il y a une décote, hein, la nue propriété, il a une décote de 40%, puisqu'on va dire là, il n'achète que la nue propriété. Et il récupérera l'usufruit, il deviendra en pleine propriété au moment du décès de cette personne. Voilà. Contrairement au viager où il est obligé de verser une rente, là non. On peut aussi faire ce dispositif. Voilà. Alors, ça n'a pas d'impact sur l'impôt. Bon, l'inconvénient, voilà, vous avez la liste des avantages. Pareil, vous pouvez faire une petite capture d'écran. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi elle nous parle de ça, puisqu'il n'y a, il y a pas de, il y a pas d'avantage au niveau fiscal. Mais bon, c'est parce que le démembrement, si vous voulez, c'est pas un dispositif mis en place, c'est une loi. Donc une loi qui date de Napoléon. Et ça veut dire donc qu'il n'y a pas de risque que ça disparaisse. C'est dans les textes de loi. Et pourquoi je vous ai parlé du démembrement? Parce qu'il est idéal dans le cadre de la succession. Quand vous avez des biens, et que, comment dire, surtout, bon, là, il y a la résidence principale, mais si vous avez des biens, résidences secondaires ou les personnes qui font de la location, eh ben, au moment de la succession, tout ça, tous ces biens-là sont mis au droit de succession. Et donc, on peut, comment dire, ça permet de transmettre tout en gardant l'usufruit aussi, voilà, pour la succession, pour éviter les frais de, donc, ce qui permet d'effacer ses droits sur la nue propriété. Donc là, évidemment, le mieux, c'est de se rapprocher auprès d'un notaire. Voilà. Alors, je bégaye un peu, je suis désolée, mais c'est parce que je suis un peu stressée. C'est la première fois que je présente quelque chose en public. Alors, m'en veuillez pas. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà. Très bien. Je vois pas la feuille d'impôt. Ah, pardon. Mince. Désolée. J'avais pas vu le message. Bon, j'essaierai de la remontrer tout à l'heure. Pourtant, je l'avais mise sur le bon écran. Donc maintenant, alors on va continuer. On va directement baisser l'IRPP, donc c'est-à-dire l'impôt à payer. Donc on est la loi Malraux, donc qui concerne des immeubles en secteur sauvegardé. Donc cette niche fiscale, pareil, s'adresse à des gros revenus. Donc on a 30% de réduction d'impôt sur les travaux, un plafond à 400 000 euros par an, voilà, et une obligation locative de garder 9 ans. Voilà. Alors, ensuite, voilà. Donc maintenant, on va venir. J'ai commencé par les plus hauts gros revenus et maintenant on va descendre vers des revenus normaux. Donc après la loi Pinel, je suppose que tout le monde en a entendu parler. Donc que dit la loi Pinel? Que toute personne physique qui investit dans un logement neuf destiné à la location pendant un minimum de 6 ans peut réduire ses impôts jusqu'à 21% du montant de son investissement sur une période de 12 ans. Donc là, voilà, je vous ai fait un petit slide sur 6 ans, 12 ans. C'est un exemple pour un achat maximal de 300 000 euros. Donc, c'est le plafond maximum qu'on peut déduire sur ces 12 ans. Donc, voilà, 36 000. À partir de 9 ans, ça fait ça, le plafond de la déduction passe à 54 000. À la 12e année, voilà, on a atteint les 63 000. Donc voilà, comme j'ai marqué, ce dispositif convient à un grand nombre de contribuables. Il suffit juste d'adapter l'investissement à la TMI, si vous vous souvenez, les tranches marginales d'imposition. Voilà, c'est pas la peine pour une personne qui paye, je sais pas, 2 000 euros par an d'impôts, et ben d'aller l'orienter vers un bien immobilier justement à 300 000. Ça sera beaucoup trop, voilà.
Donc oui, la loi Pinel n'est pas pérenne et ce dispositif est amené à être moins défiscalisant d'ici fin 2022. Voilà, l'État a dit ce dispositif est bien. Il y a des régions, en France, ben maintenant, on a suffisamment construit, mis des logements neufs, voilà. Et ben maintenant, on va diminuer ça. Donc, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, vous voyez mon petit camembert, là, quelqu'un qui achète un Pinel, voilà comment son financement. La personne qui achète mettra 34% du montant de l'achat. 45% est financé par le locataire et 21% par l'État. Voilà, à 1 ou 2% près. Cela vous donne une idée. Voilà. Donc ensuite, après, pareil, toujours dans l'immobilier, on a le LMNP option Censi-Bouvard. Le LMNP, ça veut dire loueur meublé non professionnel. Trois types de résidences qui sont éligibles, des résidences étudiantes, seniors ou médicalisées. Donc, ça représente 11% de réduction d'impôt sur le montant sur 9 ans. Pareil, plafonné à 300 000, possibilité de récupérer la TVA, mais on est obligé de garder le bien pendant 20 ans. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le vendre, mais on peut le vendre avant les 20 ans, mais ça sera forcément dans les mêmes conditions du bail. Voilà, pour pouvoir ne pas avoir à rendre la TVA et que ce dispositif reste. Voilà. Donc cette solution de LMNP, c'est des dispositifs qui sont accessibles dès la tranche des 11%. Par contre, pareil, la fin du Censi-Bouvard est prévue en 2023. Voilà. Après, il y a d'autres formes de LMNP, mais ici, je n'en parle pas parce que, comment dire, ils n'ont pas d'impact forcément sur l'impôt. C'est du LMNP amortissable, quelqu'un qui loue, qui achète un bien dans l'ancien et qui le loue meublé. Voilà, mais ça n'a aucune incidence, ça fait un zéro pour l'impôt. Voilà. Alors, donc maintenant, nous allons passer aux valeurs mobilières, c'est-à-dire les placements. Voilà, parce qu'on a vu l'immobilier. Donc, dans les valeurs mobilières, donc en déduction, donc on va, pareil, intervenir sur le RNI, la base taxable. Donc, c'est le plan d'épargne retraite, c'est préparer la retraite. Voilà, l'État dit, nous, les financements de retraite, si vous voulez vous faire quelque chose à titre privé, on vous aide. Et du coup, l'État aussi a mis un peu d'ordre là-dedans. Pourquoi? Parce qu'avant, il y avait, vous voyez, en gris, là, ici, il y avait tous ces types de PER, Madelin, PERP, PERCO, voilà. Donc l'État a simplifié tout ça pour en mettre qu'un seul, le PER. Voilà. Donc, 4 critères vers cette solution. On peut choisir donc, sa fiscalité, de défiscaliser ou pas. Le choix de la sortie en rente ou capital. Donc ça, très très important. Tous ceux qui ont des Madelins, des PERP, la sortie, enfin pour le Madelin, elle est uniquement en rente. On ne peut pas sortir en capital. Donc, après, tous ceux qui ont des Madelins maintenant, depuis donc tous ces anciens dispositifs, depuis le 1er octobre 2020, on ne peut plus en ouvrir de ces anciens dispositifs. Mais par contre, on peut, comment dire, les garder. Ceux qui ont des Madelins peuvent très bien le garder. Mais quelqu'un qui se dit, ah ben oui, mais avec la nouvelle loi, le Madelin que j'ai, me le sortir en rente, ça m'intéresse pas trop. Ils peuvent comment dire, le transférer vers ces nouveaux PER. Évidemment, les assureurs sont pas bien chauds, mais à partir du moment où vous en faites la demande, ils doivent transférer ces anciens PER. Voilà. Donc le choix des versements, je reviens, individuel ou par l'entreprise, enfin ça c'est pour les PER collectifs, pour ceux qui font de l'épargne salariale. Donc je mets aussi également de l'épargne salariale en place, voilà. Et ça correspond à tous les statuts, voilà. Alors donc voilà, comme je disais, l'État donc a mis en ordre la simplification et la sortie, voilà. La fiscalité, donc elle est plafonnée à 10% du salaire ou 10% du PAS. Alors là, c'est pas le prélèvement à la source parce qu'on a 2 S, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale qui est actualisé
tous les ans. Donc, on a une fiscalité qui est privilégiée en cas de décès pour la transmission. On choisit ses bénéficiaires. Si quelqu'un qui est marié veut rajouter un bénéficiaire, il est libre, voilà. Et en plus, l'enveloppe sans impôt est quand même très intéressante. On est jusqu'à 152 500 sans impôt. Oui, voilà, sans impôt sur la succession. Voilà. Donc voilà, au niveau des PER. Donc après, on est dans un dispositif assurantiel, on n'est pas sur un produit bancaire, parce que tous les produits bancaires, voilà, comme j'ai marqué, c'est une petite annotation, que ce soit les comptes courants, le livret A, le LEP, les PEL, le PEA, etc. Tous ces produits bancaires sont soumis aux droits de succession en cas de décès. Plus en plus, au moment du décès, il y a des frais bancaires qui peuvent parfois atteindre des sommes astronomiques. C'est-à-dire que les comptes sont bloqués, le temps de la passation et tout ça, et pendant ce temps-là, lui, le banquier, il prend des frais, un peu comme des agios, et voilà, donc c'est pas forcément très intéressant. Alors, y a-t-il un revenu maximum en LMNP? Pardon, parce que du coup, je ne pense pas trop à regarder vos questions. Non, il n'y a pas de revenu maximum en LMNP pour revenir. Par contre, il y a un plafond maximum à déduire, c'est-à-dire 10 700. Voilà, pour répondre à la question de Monsieur Giraud. Hop, alors après, du coup, pareil, j'ai mis un petit slide. Vous pouvez faire une petite capture d'écran, puisqu'il y a on peut déduire donc une fiscalité quand on verse au niveau des PER, mais forcément, il y a une fiscalité à la sortie. Ça devient, au moment de l'âge légal de la retraite, ça devient un salaire. Après, ce qu'il faut se dire, c'est que, comment dire, au moment de la retraite, on a une perte au niveau des revenus qui va entre 30 à 40%, voire plus. Donc, si quelqu'un qui a investi, qui a défiscalisé, par exemple, je vais prendre un exemple à l'âge de 30 ans, qui a mis 150 € tous les mois pour sa retraite, bon, ben, il a eu un abattement sur ses impôts. Au moment à la sortie, entre les plus-values qu'il aura fait au moment de son épargne et malheureusement ce qu'il va perdre par rapport à ses salaires arrivés à la retraite, de toute façon, il y est gagnant, voilà, à la sortie. Il aura même, pour ainsi dire, pas d'impôt à payer à la sortie. Après, l'impôt sur les plus-values, c'est uniquement sur ce que l'argent a rapporté, c'est pas sur la somme globale, voilà. Donc voilà, un petit peu, ça vous... Ouais, mais je rentre pas en détail dans chaque dispositif parce que sinon, là, dans ces cas-là, ça prendrait énormément de temps. Et voilà, c'est si chacun, voilà, a des particularités sur quoi que ce soit. Voilà. Donc, alors après, on va passer sur les valeurs toujours mobilières, mais là, on n'est plus en déduction, mais en réduction. Donc là, on va directement baisser l'impôt à payer. Donc là, on est sur des fonds communs de placement dans l'innovation. Pareil, ce sont des dispositifs mis en place par l'État et dit, voilà, si vous voulez aider des entreprises, voilà, vous pouvez défiscaliser. Donc 18% de réduction d'impôt, plafonné à 12 000 € pour un célibataire et 24 000 pour un couple. Pour 2021, sur les revenus de 2020, le taux passe de 18 à 25. Voilà, puisque avec la crise que nous avons subie et que nous subissons encore, l'État a augmenté ce taux de réduction pour ceux qui veulent aider les entreprises. Voilà. Donc, il faut un minimum dans son portefeuille 70% de sociétés innovantes, voilà, et l'obligation de détenir les parts des sociétés pendant 5 ans. Évidemment, quand on investit dans ces sociétés, ce sont des produits forcément à risque. Évidemment, si on investit dans une société, on espère qu'elle va réussir, c'est le but, hein, voilà. Mais c'est vraiment des produits risqués, parce que même les FCPI,
ne rentre pas dans le cadre de l'assurance vie. L'assurance vie, vous savez, vous avez une part en fonds euros, une part en unités de compte. Les FCPI dans les unités de compte ne sont pas répertoriés dans l'assurance vie. Voilà, donc c'est vraiment des dispositifs à part. Après, donc on a les FIP, les fonds d'investissement de proximité. Voilà, c'est le même mécanisme que les FCPI, mais on aide les PME régionales de moins de 500 salariés. Voilà, il faut avoir réparti dans un maximum de 4 régions limitrophes. Voilà. Après, il y a les FIP Corse et les DOM-TOM, donc là qui donnent 38% de réduction d'impôt. Évidemment, plus la réduction est importante, plus le risque aussi est important. Et après, on a les SOFICA, ce sont les fonds de promotion, donc c'est tout ce qui est lié à l'audiovisuel. Donc là, pareil, 48% de réduction d'impôt dans la limite de 25%. Voilà, avec un petit exemple quand on investit. Alors, je vais voir si jusque-là j'ai d'autres questions. Non. OK. Voilà. Alors voilà, on a fait le tour des niches fiscales. Et donc après, maintenant, je vais faire un petit focus, voilà un petit peu l'épargne, ça marche comment? Voilà. Eh bien, en fait, c'est comme un escalier, vous voyez. En bas, on a nos comptes courants de tous les jours qu'on se sert pour faire nos courses, nos achats. À la deuxième marche, on met les livrets. A, jeunes, LEP, etc. Voilà, ce qui, on va dire, ne rapporte très peu, à 0,5. Et donc, pourquoi ça rapporte très peu? Parce que c'est de l'argent, entre guillemets, qui est disponible. On peut comment dire, tout de suite faire un virement. Il y a un souci mécanique à la voiture, une dépense qu'on n'avait pas prévue. Hop, en 30 secondes, on fait un virement de compte à compte et l'argent est disponible. Donc, c'est pour ça que ça rapporte très peu. Donc sur ces livrets, on met, on va dire, c'est ce qu'on appelle de l'épargne de précaution. On ne va pas y mettre tout son capital, évidemment. Donc après, on a l'épargne de moyen terme, où là, on a les assurances vie, les PEA, les PEE. Donc c'est, on va dire, attention, ce sont, les banquiers aiment bien vous dire, oui, mais c'est bloqué. Non, enfin, vous disent pas c'est bloqué, mais vous font comprendre que c'est bloqué. Non, tous ces dispositifs ne sont pas bloqués. C'est parce que souvent, comme l'assurance vie a une défiscalisation plus avantageuse, une fiscalité pardon, plus avantageuse à partir du nombre d'années. Plus vous gardez ces dispositifs longtemps, plus la fiscalité est avantageuse. Mais attention, quand vous sortez, par exemple, quelqu'un qui a besoin sur son assurance vie de prendre 500 euros, il n'est pas fiscalisé sur les 500 euros qu'il a sortis. Il paye un impôt uniquement sur ces 500 euros de la partie que ces 500 euros ont rapporté. Voilà, donc c'est pas énorme. Mais évidemment, le banquier, assureur et tout souhaite que vous gardiez votre argent le plus longtemps possible sans y toucher, voilà, sur votre assurance vie. Voilà pour ça. Donc après, on monte dans les marches. Après, on a les dispositifs, voilà, comme je vous ai mis, donc qui sont de l'épargne long terme, que je vous ai expliqué, la Pinel, Malraux, etc., les FCPI, les FIP, le LMNP et le LMP. Donc les LMP, c'est les loueurs meublés professionnels et le N dit non professionnel. Donc là, ces dispositifs sont comment dire, financés une partie par notre argent, l'argent qu'on a, les économies d'impôts et aussi l'argent des tiers. Voilà. Et après, le plus haut, c'est le PER évidemment individuel que je vous ai présenté. Pourquoi? Parce que ce PER, lui, là, est bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite. Oui, bloqué jusqu'à l'âge légal de la retraite, ça veut dire 62 ans, l'âge légal de la retraite. Mais quelqu'un qui veut travailler, comment dire, au-delà de 62 ans, il peut très bien, mais il pourra, par contre, le PER sera débloquable à 62 ans, même s'il continue à travailler jusqu'à 65, 66, voilà. Donc voilà ces petites marches pour montrer un petit peu. Voilà, alors je regarde, hop, pareil, s'il y a des questions. Non, pas de questions. Ok, très bien. Alors attendez, voilà. Ok.
Donc, ensuite, donc maintenant que voilà comment je travaille vis-à-vis de mon métier un petit peu, voilà. Donc après, quand quelqu'un souhaite mes services pour soit diminuer ses impôts, réorganiser l'épargne, mettre en place aussi, comme je disais, de l'épargne salariale. Voilà, donc c'est un petit peu découvrir les attentes de chacun en fonction des objectifs. Et donc, il y a différentes étapes, comment je procède. Le premier rendez-vous, je l'appelle R1, c'est une consultation évidemment strictement confidentielle, hein. Je suis comme le médecin, je suis sous le secret professionnel, j'ai un numéro RIAS, etc. Pour pouvoir travailler. Donc c'est la découverte du patrimoine fiscal, définir les objectifs de chacun, donc évidemment recenser toutes les informations nécessaires pour déterminer là où les préconisations. Donc plus je dispose d'informations justes, plus précises sont mes recommandations. Après, il y a un deuxième rendez-vous. Donc moi, je présente les solutions ou la solution, ça dépend à chacun, voilà, avec des simulations chiffrées et le bénéfice attendu. Après, ayant remis tout ça, il y a un troisième rendez-vous, c'est seulement si vous êtes intéressé à mettre en place les solutions présentées. Voilà. Sinon, on se quitte bons amis. Voilà. Donc après la prise en charge, la prestation de conseil, elle est entièrement gratuite. Il n'y a pas, facturé. Il y a des gens comme moi qui font le même métier et qui, eux, facturent la prestation minimum. Ça peut aller disent, c'est 250 euros. Par contre, si on travaille ensemble, ça vous coûte zéro. Mais si on ne travaille pas ensemble, je n'ai pas travaillé pour rien, c'est 250 euros minimum. Voilà. Moi, je ne travaille pas comme ça. Voilà. Comme je suis mandataire indépendante, donc j'irai chercher le meilleur professionnel en fonction du dispositif présenté. Et c'est ce dernier qui me rémunère sur sa marge. Lui, il va prendre sur sa marge et sans surcoût pour vous. Voilà. Donc, et moi, j'ai des tarifs négociés aussi. Je travaille avec plusieurs assureurs, dans l'immobilier, plusieurs promoteurs. Même si quelqu'un voulait passer par un promoteur, ça lui coûtera le même prix que s'il passe par un promoteur que par moi. Donc, l'avantage de passer par un indépendant comme moi, je dis moi, excusez-moi, parce que c'est moi qui présente, mais l'avantage de passer par un indépendant comme moi, il a le conseil en plus et l'accompagnement que par exemple un promoteur, quelqu'un qui achète dans de l'immobilier, il ne recevra pas tous les conseils que moi je pourrais lui donner. Voilà. Donc, voilà, je vous ai expliqué donc le déroulé, comment je travaille. Donc, alors ensuite, voilà, là c'est un petit peu pour répondre un petit peu sur tout ce que je peux intervenir. Hein, voilà, défiscalisation, financement, bilan patrimonial, retraite, épargne salariale, la prévoyance. Voilà, j'ai mis des petits carrés sur tous les. Voilà, il n'y a pas que la fiscalité. Hein, c'est un petit peu, c'est une gestion globale. Et là, du coup, sur le slide, voilà, vous avez mon contact. Mon nom de famille écrit en toutes lettres, voilà, mon adresse mail, voilà, et évidemment, j'interviens sur le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, voilà. Donc, voilà, donc je vais arrêter le partage, je vais revenir, voilà, donc là, j'ai tout dit. Arrêter le partage, voilà. Du coup, je ne sais pas si vous me voyez parce que moi, je ne me vois même pas.